États-Unis en matière d'énergie. Pour pallier les chutes d'approvisionnement russes, les États-Unis ont bénéficié d'une augmentation de 52% de leurs exportations de pétrole vers l'Europe. Les États-Unis gagnent sur le front de l'énergie, mais nous, qu'avons-nous gagné ou perdu après un an de conflit ? D'abord, Christine, il faut, vous savez, remettre en place ce concept qu'on a déjà utilisé, ce brouillard de la guerre de Clausewitz. C'est-à-dire que quand on est dans un conflit, on ne sait pas comment les choses vont tourner. Et plus on est proche, d'ailleurs, de la zone de front, et plus ce brouillard est épais. En fait, pour savoir qui va gagner, qui va perdre dans un conflit, il faut attendre le dénouement du conflit, et ça peut se retourner jusqu'au dernier moment. Alors, si on prend les belligérants, d'abord, la Russie, ça ne s'est pas du tout passé comme on l'imaginait. On pensait que l'armée russe était puissante, et en fait, elle a piétiné. On pensait que l'économie russe était extrêmement fragile, et en fait, elle a tenu le coup. Seule chose qu'on peut dire à ce stade, on va voir de quel côté ça tombe, c'est que déjà la Russie a encaissé 2 chocs stratégiques, 2 pertes sèches. Un, elle voulait lancer cette guerre pour maintenir l'OTAN loin de ses frontières. Or, il y a 2 pays de l'OTAN à ses frontières, 2 pays qui sont rentrés dans l'OTAN à ses frontières. 2, elle voulait se rapprocher humainement et faire en sorte que ce peuple frère qu'est l'Ukraine se rapproche d'elle. Et là, c'est totalement raté pour le coup, c'est sûr. Du côté ukrainien, le fait que la petite armée ukrainienne tienne face à ce coup de boutoir, c'est déjà un exploit. Ensuite, très difficile de savoir dans quel sens ça va tourner, mais on peut se dire qu'il y a déjà la naissance d'une nation, d'un sentiment national. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, si on est plus loin, les gens qui sont alliés à la Russie et à l'Ukraine, est-ce qu'ils ont perdu, est-ce qu'ils ont gagné ? Les États-Unis, vous en parliez, bien sûr, ce sont a priori les grands gagnants. C'est-à-dire qu'ils vendent du gaz de schiste à l'Europe qui n'a plus de gaz naturel russe, évidemment. Ils vendent des armes à l'Europe. C'est un grand fantasme déjà de Trump, c'était de faire en sorte que les Européens payent leur armement. Ça y est, c'est fait. Ensuite, les États-Unis ont ressuscité l'OTAN qui était en mort cérébrale. Les Européens, est-ce que les Européens ont perdu ou gagné ? Alors on entend dire oui, mais l'Europe n'a jamais été aussi puissante. Ah oui, pour ceux qui pensent que l'Europe c'est la même chose que l'OTAN ou les États-Unis, ils ont le même intérêt. Oui, l'Europe est puissante. Maintenant, il faut voir que certains pays qui étaient mis de côté, comme la Pologne par exemple, on peut regarder de travers par l'Union européenne, eux, ils sont au centre du jeu maintenant. Il y a d'ailleurs une sorte d'axe Washington, Varsovie, Kiev. Les pays qui, de toute façon, depuis l'entrée dans la zone euro, étaient vraiment laminés par la construction européenne, les pays du Sud et notamment la France, eux, ça ne change pas grand-chose. On est en crise endémique, en fait, depuis qu'on est rentré dans l'euro. Par contre, l'Allemagne, qui était une grande gagnante de cette construction européenne, ah oui, c'est très dur pour elle. C'est 1,5 milliard d'euros par jour qu'elle perd. Elle n'a pas encore perdu le marché chinois, mais elle a déjà perdu une grosse partie de ses illusions. Et peut-être, d'ailleurs, va-t-elle perdre au-delà. Disons, elle a déjà presque perdu ce qu'on pourrait considérer comme sa virginité stratégique. La Chine, eh bien, elle se fournit en énergie bradée auprès de la Russie. Donc, effectivement, c'est tout bénéfice pour elle. Il ne faut pas oublier que la Russie reste quand même un rival géographique de la Chine. Elle affaiblit même indirectement la Russie. Mais surtout, elle maintient les États-Unis loin du théâtre de la mer de Chine. Et elle se sent pousser des ailes, la Chine, voire des ballons, d'ailleurs. Quant aux pays tiers, ces pays qui se tiennent hors de la guerre, il y en a certains qui sont toujours menacés, qui appréhendent des effets des sanctions, de la famine, les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient, c'est vrai, mais dans l'ensemble, plus on s'éloigne du conflit, moins on est lié à ce conflit, et plus on tire son épingle du jeu, on pourrait dire. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Inde, comme le Brésil, qui affirment leur propre stratégie. Il y a des pays d'Asie centrale qui sont plus du tout dépendants de Moscou. La Turquie, malheureusement, on le voit, elle peut avancer en Arménie parce que la Russie ne la bloque plus. L'Iran peut enrichir son uranium parce que les États-Unis sont occupés à autre chose. Et puis, il y a des pays, on peut penser à l'Inde, par exemple. L'Inde, les États-Unis, un rival de l'Inde, sont affaiblis par cette crise. La Russie est affaiblie par cette crise et la Chine est aussi, d'une certaine façon, affaiblie par cette crise. Donc on voit qu'il y a une redistribution des cartes, c'est indiscutable, et ceux qui se tiennent loin du conflit, ils en tirent vraiment profit. Alors, la France, est-ce qu'elle n'apparaît pas comme la grande perdante de cette guerre russo-ukrainienne ? Parlons franchement. Ouais, c'est le genre de la maison. Je crois que vous avez malheureusement raison. Je pense qu'on paye le en même temps. D'ailleurs, ça m'a fait penser, quand je réfléchis à ce sujet, à cette parole des évangiles, les tièdes, je les vomis. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça, parce qu'on a essayé de jouer sur les deux tableaux, et on a perdu sur les deux tableaux. En fait, il fallait choisir une position. Soit on était favorable à l'intégration de l'Ukraine à l'intérieur de l'OTAN, on était complètement solidaire des anglo-saxons de l'Alliance Atlantique, et là, il y avait une position. Voilà. Soit une autre position, on jouait à fond la carte du non-alignement. Mais on a voulu faire les deux en même temps. Bah là, Poutine ne nous parle plus. Et Zelensky, en fait, il espère que Macron a vraiment changé. Donc c'est tout un programme. En fait, toute la classe dirigeante française, pas seulement ce gouvernement, a totalement perdu ses mythes incapacitants et ses illusions sont tombés les unes à la suite des autres. Le mythe du couple franco-allemand,
Les Allemands font même plus semblant. Le mythe de l'Union européenne qui aurait des intérêts propres, distincts de ceux de Washington, poubelle. Le mythe d'une France qui ne serait pas totalement alignée sur Washington, poubelle. Alors là, on est le doigt sur la couture du pantalon avec nos chats en Roumanie. Le mythe, finalement, que la France serait dans les cas de crise. On a vu en 62 avec De Gaulle, même avec Chirac au lendemain du 11 septembre, qu'en cas de coup dur, la France serait le meilleur allié des Américains. Là aussi, c'est même pas vrai. Pourtant, je vous l'assure, il n'y avait aucune fatalité à ce que cette crise fasse forcément de la France la grande perdante. Pas du tout. On disposait, à mon avis, de 4 atouts majeurs dans cette crise. D'abord, une énergie nucléaire qui nous rendait moins dépendantes du gaz russe. Absolument. Et cette énergie, on aurait pu en faire profiter nos voisins. C'est une solution à la fois moins coûteuse et plus économique pour l'environnement. Mais, évidemment, on avait d'abord démoli notre filière électronucléaire, donc on n'a pas pu le faire. Ensuite, une capacité de production d'armes à la fois sophistiquée en grande quantité, dont l'Europe avait cruellement besoin. L'Allemagne qui a besoin de se réarmer. On était là, on avait une industrie. Ah oui, mais sauf qu'on l'a sacrifié largement sur la construction de l'euro, les critères de convergence, et puis, évidemment, des projets industriels européens qui arrivent, mais enfin, c'est comme le communisme, plus on approche, plus il recule. Enfin, on aurait 2 autres cartes, c'est-à-dire la légitimité pour parler à Poutine. On était quand même garant des accords de Kiev, on en a parlé, la vieille amitié franco-russe, mais on est aussi membre de l'OTAN, allié et non aligné. Donc on avait une autorité suffisante pour être l'interlocuteur de Poutine. Seulement voilà, parler avec Poutine d'un côté, tout en voulant mettre l'économie russe à genoux, je veux dire, il y a quand même une erreur système. Il faut là aussi choisir son camp, camarade. Et enfin, quatrième atout de la France, membre du Conseil de sécurité, puissance nucléaire et surtout pays qui, dans la veine du général de Gaulle, le discours de Québec, le discours de Phnom Penh, la position de Jacques Chirac face à la guerre lancée par les anglo-saxons en Irak, une politique indépendante des États-Unis, indépendante de la Russie, indépendante de la Chine, indépendante de tout le monde. Sauf que là, on est totalement inaudible, inexistant. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. Pas de son, pas d'image. Petite question subsidiaire. On a quand même gagné en humanité, en dignité. Je ne suis pas sûr du tout. Non, pas vraiment, parce que bon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans cette affaire ? Voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Est-ce qu'il y avait une possibilité pour la France de faire autrement, vu son emplacement géographique et vu justement sa marque politique du en même temps ? Je pense qu'on aurait dû, c'était notre position naturelle, de jouer les honnêtes courtiers entre les parties prenantes. On avait tous les atouts pour faire ça et on était destiné à faire ça. Dire à la Russie son fait. Oui, vous êtes coupable. Vous avez violé le droit international, vous agressez les Ukrainiens, c'est indiscutable. Oui, les États-Unis et l'OTAN, vous portez une responsabilité assez lourde d'ailleurs, et on avait toutes les raisons de pouvoir dire ça, parce qu'on avait bloqué avec l'Allemagne l'intégration justement dans l'OTAN de l'Ukraine, très mauvaise idée en 2008. Deuxièmement, on aurait dû refuser les sanctions. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles sont débiles et qu'elles ne marchent pas. Ce sont des autosanctions. Ensuite, parce qu'elles n'étaient pas conformes à nos intérêts. On a le droit d'avoir des intérêts tout de même, non ? Oui ou non ? La coupure du gazoduc, pourquoi les Allemands n'ont pas osé le dire ? Nous, on aurait dû le dire. Pourquoi ce gazoduc a sauté bizarrement ? Et qui l'a fait sauter ? Ensuite, on aurait dû, probablement, au risque de surprendre, oui, vendre des armes à l'Ukraine. Même des armes assez sophistiquées, rapidement, sans tergiverser, sans avoir peur. On est une puissance nucléaire. Il faut arrêter de faire peur aux gens. La Russie ne va pas nous attaquer avec ses armes nucléaires, sinon on rase la Russie. Et M. Poutine le sait très bien. Aucun problème. Moi, je pense qu'il fallait permettre à l'Ukraine de se défendre. Ce n'était pas incompatible. Dire leur cas de vérité aussi aux Allemands. Pourquoi ils n'ont pas voulu du nucléaire ? Maintenant, ils se trouvent vraiment malins. Dire leur cas de vérité à l'Union européenne, sortir d'ailleurs, en profiter de cette crise pour sortir du marché européen de l'électricité, dire leur cas de vérité aux Américains. Cette histoire de gazoduc est totalement folle en fait. Et enfin, profiter peut-être de la crise pour chasser Wagner et les autres milices russes des pays ex-alliés de la France, comme le Mali ou la République de Centrafrique. Je pense qu'il fallait jouer les honnêtes courtiers. Si on avait cette position ferme, dure, on était vraiment crédible pour s'allier par exemple avec l'Inde, en disant l'Inde et la France proposent un plan de paix, avec des référendums dans les zones contestées, mais un vrai référendum, pas des référendums à la russe, sous contrôle international, et un cessez-le-feu immédiat. En fait, on ne le fait pas parce qu'on a cessé d'être la France. Voilà, parce que les dirigeants français ont des idées totalement saugrenues dans la tête, absolument fausses, et ils les répètent comme des perroquets. Régis Debray, qui est l'un de mes maîtres, a dit très bien, c'est quand la France a risqué d'être seule qu'elle a été entendue par tout le monde.